Nous voilà il y a environ 50 millions d'années, à la période du Paléogène. Sur les plages de ce qui est aujourd'hui le Pakistan, on trouvait un petit animal compris dans des dimensions similaires à celles d'un chien. Pachycetus était un petit carnivore qui mesurait entre 1 et 2 mètres de long et faisait partie de l'ordre des ongulés, donc les vaches, les cochons et les moutons. Ouais, ça n'a aucun sens, je sais, mais bon. On pense que Pachycetus vivait un mode de vie semi-aquatique, mais on n'est pas sûr car certains scientifiques disent qu'il vivait un mode de vie terrestre, un peu à la manière des loups modernes. Mais quoi qu'il en soit, Pachycetus sera le précurseur d'un groupe qui un jour dominera une mer globale, les cétacés. Après Pachycetus, il y a 48 millions d'années, la lignée des cétacés va commencer à se spécialiser vers un mode de vie plus aquatique, avec Ambulocetus, un mammifère semi-aquatique d'une taille comprise entre 2 et 3 mètres de long. C'était un mammifère qui pouvait tout aussi bien nager dans l'eau salée que marcher sur terre, avec des adaptations comme son très long museau, caractéristique des animaux semi-aquatiques, et ses pattes qui auraient pu être palmées. Il vivait une vie très similaire à celle des crocodiles modernes, à se nourrir de poissons, d'ammonites et d'autres animaux qui s'approchaient du bord de mer. Ambulocetus n'était pas le seul cétacé aquatique. On avait aussi des animaux comme les Rhyntonocetidae qui étaient plus petits et possédaient un corps plus hydrodynamique que celui d'Ambulocetus. L'adaptation des cétacés à un mode de vie de plus en plus aquatique continua avec la famille des Protocididae il y a 45 millions d'années, une famille de cétacés bien plus adaptée à un mode de vie aquatique que leurs prédécesseurs, bien qu'ils dépendaient toujours du milieu terrestre pour se reproduire. Par exemple, avec des spécimens comme Mayacetus, Phiomelcetus et Rhodocetus. Rhodocetus était un cétacé qui vivait au Pakistan, qui possédait des pattes courtes et palmées, permettant une locomotion plus efficace dans l'eau. Mais contrairement aux baleines modernes, il possédait toujours de la fourrure. Pour arriver à des cétacés purement marins, on va devoir faire un bond de quelques millions d'années pour trouver le tout premier cétacé pleinement aquatique. Voici Basilosaurus, un cétacé égyptien qui à sa découverte avait été confondu avec un reptile marin, mais qui était bel et bien apparenté à nos baleines modernes. C'était un prédateur gigantesque, dont la taille pouvait aller jusqu'à 20 mètres de long. Il se nourrissait de grands poissons, de requins et de toutes sortes d'animaux marins. Contrairement à ses ancêtres, Basilosaurus n'avait pas de pattes arrière fonctionnelles, et ses pattes avant lui servaient probablement à se propulser dans la mer. Il chassait un de ses cousins proches, Dorudon, un cétacé primitif qui mesurait à peu près 5 mètres de long, qui se nourrissait de poissons, de mollusques et de toutes sortes d'animaux dans les mers du Paléogène. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car vous êtes quand même 90% à regarder sans lettres. Après eux, on assiste à l'apparition d'un caractère très important chez les cétacés modernes, l'écholocation, une stratégie qui consiste à émettre des ultrasons et à écouter les échos pour localiser des proies ou des prédateurs, avec Squalodon, qui vivait il y a entre 33 millions d'années et 14 millions d'années dans le passé. C'était un cétacé qui mesurait 5 mètres et demi de long, avec un nez similaire à celui de Pinocchio. Ensuite, la lignée des cétacés va se séparer en deux. D'un côté, les mysticètes, donc les baleines qui possèdent des fanons, et de l'autre, les odontocètes, les cétacés qui possèdent des dents, comme les dauphins et les orques. Les cétacés à dents sont un groupe très diversifié, comptant plusieurs superfamilles, comme celle des dolphinoïdes, les dauphins au sens classique, celle des inoïdes, des dauphins de rivière, celle des physétéroïdes, qui sont les cachalots, et il y a aussi d'autres familles, comme les platanistidae, qui sont des dauphins de rivière, et celle des baleines à bec. La superfamille des dolphinoïdes apparaît il y a une trentaine de millions d'années avec le groupe des Kentriodontidae. On y trouvait des membres comme Kentriodon, un des tout premiers dauphins qui chassaient comme les dauphins d'aujourd'hui et vivaient en banc comme eux, pendant le Miocène, donc une époque qui s'étale de 23 à 5 millions d'années dans le passé. Le groupe des dauphins va se diversifier avec les marsouins qui apparaissent avec des spécimens comme Somirostrum qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Californie entre 5 et 1,5 million d'années dans le passé. On a aussi le groupe des belugas qui apparaissent à la fin du Miocène, avec des genres comme Denebola, qui va donner naissance à deux espèces survivantes aujourd'hui. Le beluga, un cétacé qui vit dans l'océan Arctique, et qui possède une des meilleures écolocations de tous les cétacés, dont il se sert pour naviguer à travers les icebergs. C'est un cétacé mesurant 5 mètres et demi de long, qui est très sociable et intelligent, et possède une espérance de vie d'environ 70 ans. Il se nourrit de crustacés et de mollusques, comme des calamars, etc., et le beluga est classé vulnérable par l'IUCN. L'autre espèce descendante de Denebola est le narval ou la licorne des mers, un cétacé qui vit dans l'océan Arctique, qui mesure environ 4 à 5 mètres de long. Les mâles possèdent une longue corne d'environ 3 mètres de long, qui est en fait une dent très modifiée. D'ailleurs, dans des occasions très rares, un narval peut posséder 2 défenses, ce qui lui donne un look assez impressionnant. Cette dent ne sert pas à empaler des proies ou à se battre, car ce serait juste très douloureux pour le narval, mais c'est un outil de perception sensorielle, un peu comme les moustaches des chats. Sinon pour le reste, c'est un peu pareil que le beluga. D'ailleurs ces deux espèces sont tellement proches
que le beluga et le narval peuvent s'accoupler pour donner un narluga, un hybride de plus en plus commun dû au réchauffement climatique. Les dauphins classiques sont eux regroupés dans la famille des Dolphinidae qui comprend des dizaines d'espèces comme le grand dauphin et l'orque. Le grand dauphin est l'espèce classique de dauphin qui vit dans nos mers. Cette espèce est présente dans tous les océans du monde, sauf les océans polaires. Elle est connue pour son intelligence et son attitude enthousiaste à l'égard des êtres humains. Ils chassent en utilisant l'écholocation pour repérer leurs proies, comme des poissons ou des calamars. Ils vivent en groupe de 2 à 6 individus qui peuvent parfois comporter d'autres espèces de dauphins, ce qui peut parfois mener à de l'hybridation. Chez le grand dauphin, la majorité sexuelle est atteinte à 12 ans et leur espérance de vie peut aller jusqu'à 60 ans. D'ailleurs, les dauphins mâles sont des détraqués sexuels, car ils vont jusqu'à kidnapper des femelles pour s'accoupler avec, ce qui n'est pas si différent du comportement de certains humains. Les orques, quant à elles, sont encore plus intéressantes. L'orque est réparti dans le monde entier, du pôle sud en passant par les mers tropicales jusqu'au pôle nord. Le régime alimentaire des orques est beaucoup plus carnassier que celui des autres dauphins. Selon les populations, elles se nourrissent de poissons, de mammifères marins comme des phoques, des morses et même des baleines. Ce sont des super prédateurs qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. Les mâles mesurent environ 8 mètres, tandis que les femelles mesurent 7 mètres. Les orques sont des animaux extrêmement sociaux qui peuvent vivre en petits groupes nomades qui s'attaquent à des baleines et autres gros animaux marins. Il y a aussi des orques qui restent à peu près au même endroit toute leur vie en se nourrissant de saumon et autres gros poissons. Ces orques, quant à elles, peuvent vivre en groupe d'une 50aine d'individus, dirigés par la plus vieille des femelles. Chaque groupe possède sa propre langue, car ouais, les orques ont un langage très complexe, rivalisant avec celui de l'homme. L'orque est le seul animal qui a une culture, car chaque groupe possède ses méthodes de chasse et son propre régime alimentaire qui se transmettent de génération en génération, comme l'homme transmet des techniques culinaires à sa progéniture. Les orques sont répartis en différentes populations dans les océans de la planète, celle de l'océan Antarctique, celle de l'Atlantique Nord, et celle du Pacifique Nord. Ces populations diffèrent en mode de vie, en taille et en dialecte. La longévité des orques diffère selon leur mode de vie. En captivité, ils dépassent rarement les 40 ans, mais à l'état sauvage, leur espérance de vie peut aller jusqu'à 90 ans, ce qui est à peu près égal à l'espérance de vie humaine. Du côté de la superfamille des cachalots, les physétéroïdes, elle apparaît il y a 25 millions d'années au Miocène. Parmi les premiers cachalots, on trouve des genres comme Zygophyseter et Naganocetus, mais le cachalot fossile le plus iconique est sans doute Léviathan, un des plus grands carnivores marins jamais connus, avec une longueur du corps estimée entre 13 et 17 mètres et demi de long. Il vivait il y a 9 millions d'années dans l'océan Pacifique. C'était un super prédateur qui se nourrissait de grands calmars, de phoques ou de baleines. D'ailleurs, le Léviathan vivait au même endroit et au même moment qu'un autre titan, le Mégalodon. Mais on ne sait pas quelle était la relation entre les deux espèces. Et le Léviathan s'éteindra il y a quelques millions d'années pour laisser place au cachalot moderne. Le grand cachalot est une des 3 espèces de cachalots vivantes aujourd'hui, avec le cachalot pygmée et le cachalot nain. Il vit dans toutes les mers, même les océans arctiques et antarctiques. Les mâles ont une taille comprise entre 15 et 18 mètres, et les femelles quant à elles ont une taille comprise entre 10 et 13 mètres. Ce qui est un exemple frappant de dimorphisme sexuel. C'est un prédateur qui se nourrit d'animaux comme des calmars et des poulpes, qu'il traque en utilisant l'écholocation. D'ailleurs, il possède un organe qui rend son écholocation plus efficace, le spermacétie, un organe rempli d'huile qui possède d'autres applications, comme l'ajustement de sa flottabilité. Car en baissant la température du liquide, il peut plonger en faisant beaucoup moins d'efforts. Mais malheureusement, on va voir que cette adaptation lui a causé des problèmes dans son histoire. Les cachalots vivent en 2 types de groupes différents. Les groupes de femelles et de jeunes comptant 20 à 40 individus, et les groupes de mâles qui ont tendance à se disperser avec la vieillesse, qui peuvent aller jusqu'à une 50aine d'individus. Ils communiquent en utilisant des cliquetis qui diffèrent selon les groupes, créant des langages différents entre chaque groupe. Les seuls prédateurs pouvant porter atteinte aux cachalots sont les orques et certains dauphins qui s'attaquent à des petits ou des femelles malades. En fait, le seul prédateur pouvant s'attaquer à n'importe quel cachalot est l'être humain. Mais en dehors de ça, les cachalots peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Ce sont aussi des excellents plongeurs d'apnée, car ils peuvent retenir leur respiration pendant 1h30 tout en plongeant jusqu'à 2000 mètres de profondeur, ce qui en fait un des meilleurs mammifères marins dans ce domaine. Leur atout, le spermacétie, a aussi failli causer leur extermination, car l'homme raffole de cette matière. En effet, on s'en servait pour créer des bougies, du savon, des cosmétiques, de l'huile de moteur, et on s'en servait dans la pharmacie. Donc dans les années 1700, la chasse intensive commença, ce qui décima les populations de cachalots. En effet, on est passé d'une population de 1,1 million d'individus avant les chasses à une population moderne de 360 000 individus. Donc même si l'espèce n'est pas au bord de l'extinction, leur population a grandement été réduite. Mais heureusement, la chasse est interdite à l'international aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a passé en revue les groupes principaux d'odontocètes, on peut attaquer le gros morceau, le groupe des mysticètes, ou des baleines à fanon, qui sont les animaux les plus grands n'ayant jamais existé.
Les toutes premières traces de ce groupe datent d'il y a 34 millions d'années, avec Mystacodon qui possédait encore des dents mais ne s'en servait déjà plus beaucoup. Les mysticètes à dents continueront avec des spécimens comme Georgicetus et Lanocetus, mais la première baleine à posséder des fanons est Aesiocetus, un cétacé qui vivait entre 33 et 23 millions d'années dans le passé, et qui possédait à la fois des dents et des fanons, même s'il ne se servait pas encore des fanons comme les baleines actuelles. Pour avoir des mysticètes sans dents, on va devoir faire un bond de quelques millions d'années avec Cetotherium, qui vivait entre 16 et 3 millions d'années dans le passé, une des premières vraies baleines à se nourrir en fonçant la bouche grande ouverte sur des bancs de krill et autres petits animaux, en avalant de grandes quantités d'eau, puis à l'aide de ses fanons, elle rejetait l'eau tout en avalant ses proies. Cette stratégie d'alimentation est la stratégie utilisée par la majorité des baleines aujourd'hui. Les baleines modernes sont réparties en 3 groupes distincts, la famille des balénidés, la famille des cétothériidés et la famille des baleinoptéridés. Dans la famille des balénidés, on a les baleines franches, des baleines de taille moyenne, allant de 15 à 17 mètres pour 50 à 80 tonnes. Elles se nourrissent de crustacés comme du krill et des copépodes, et ces baleines étaient prisées par les baleiniers qui raffolaient de leur forte teneur en graisse et de leur rentabilité. La famille des cétothériidés, elle, comprend l'unique descendant de Cetotherium. La baleine pygmée, une petite baleine mesurant une taille comprise entre 4 et 7 mètres pour une masse de 3 tonnes. Cette baleine vit dans l'océan Antarctique où elle se nourrit de copépodes et de krill. Et elle est souvent vue en compagnie de dauphins et d'autres baleines. Dans la famille des baleinoptéridés, ou plus communément appelée rorquals, on a le genre Megaptera, avec une seule espèce, Megaptera novaangliae, ou le rorqual à bosse, et le genre Balaenoptera, qui compte 9 espèces actuellement, dont le plus grand animal n'ayant jamais existé, la baleine bleue. Un titan aquatique de quasiment 30 mètres de long pour 130 tonnes. Elle se nourrit de krill, de copépodes, de petits poissons et de calmars. Ces baleines vivent seules ou en duo avec un autre individu. La création de groupes étant rare, la baleine bleue est répartie dans les océans du monde entier, excepté l'océan Arctique. Elles vivent jusqu'à 80 ans, ce qui est une espérance de vie égale à celle de l'homme. La baleine bleue a malheureusement fait l'objet d'une chasse intensive du début du XXe siècle jusqu'en 1966, qui a quasiment mené à l'extinction, avant que la communauté internationale décide de la protéger. Résultat, on est passé d'une population de 240 000 individus à une population de 12 000 individus. Donc, cette espèce est classée par l'UICN comme étant en danger d'extinction. Enfin bref, c'était l'histoire des cétacés, un groupe à l'évolution improbable mais très intéressante. Et si vous voulez en savoir plus sur l'évolution animale, checkez cette vidéo qui va s'afficher juste là.